Fondelatte raconte. Christophe Fondelatte. C'est l'histoire d'un petit bébé de 4 mois et demi qui, en mars 2018, décède alors qu'il est chez sa nourrice. Un petit bébé qui s'appelait Emidio. Et je vous propose de suivre l'enquête qui a suivi de l'intérieur, grâce au récit qu'en fait la capitaine de police Agnès Naudin, dans un livre qui paraît chez Robert Laffont, Enfance en danger. Elle débriefera cette histoire avec moi tout à l'heure. J'ai écrit ce récit avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fondelatte. Je m'appelle Agnès Naudin. Je suis capitaine de police. Et j'ai passé 3 ans dans une brigade territoriale de protection de la famille, ce qu'on appelait autrefois la brigade des mineurs. Et le jour où cette histoire me tombe dessus, je suis à la piscine. Je profite souvent des 2 heures de la pause de midi pour aller faire quelques brasses. Quand je rentre au bureau, la tension est palpable. Agnès, vous avez un bébé de 4 mois et demi qui vient de décéder. Donc il faut que tu passes chercher la magistrate, elle veut se rendre sur place. Gusto, t'es allé chercher la voiture du patron. Bon, Agnès, je te fais le point sur ce qu'on sait. Le bébé est décédé chez sa nourrice. D'après le médecin qui a constaté le décès, c'est pas un bébé secoué. Mais disons que les explications de l'assistante maternelle sont pas claires. Hein. Et donc t'as compris que la magistrate va aller sur place. C'est parce qu'elle a une auditrice, une stagiaire. Et donc elle veut lui expliquer comment se passe ce genre d'enquête, quoi. Oh non, on n'avait pas besoin de ça. Enfin, comme d'habitude, on va se retrouver à 40 sur place. Je sais, Agnès, mais on n'a pas le choix. On s'arrête donc prendre les 2 magistrates en talons. Ce bébé s'appelait Emidio. Ses parents, Louise et Aurélien, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont donc eu recours à une FIV, une fécondation in vitro. La grossesse s'est bien passée, et l'accouchement aussi. Et puis, il a fallu chercher une place en crèche, et au bout de 2 refus, Aurélien et Louise ont dû se tourner vers une nounou. Ils en ont rencontré plusieurs, et ils ont choisi Madame Dogan, parce que c'est la seule qui a pris Emidio dans ses bras pendant l'entretien. À la fin de son congé maternité, Louise a repris le travail, sereine. À ce moment-là, ça faisait 2 semaines qu'Emidio était chez Madame Dogan. Ça se passait bien. Évidemment, il y a eu quelques accros. Louise trouvait que, alors que chez Madame Dogan il faisait plutôt chaud, elle le couvrait trop. Et elle n'a pas non plus aimé que Madame Dogan mette un peu de miel sur sa tétine pour le calmer quand il pleurait. Mais Madame Dogan en a tenu compte. Et puis il y a eu aussi l'épisode de la purée de carottes. Tout ça? Mais vous m'en donnez beaucoup trop, Louise. Mais non, Madame Dogan, c'est le pédiatre qui a dit que tant qu'il ne tourne pas la tête pour dire qu'il n'en veut plus, il faut continuer à lui en donner. Ah bon? D'accord. À part ça, Emidio buvait ses 5 biberons par jour, et il était, disons, plutôt tonique. Le 26 mars 2018, c'est Aurélien qui dépose Emidio chez la nourrice. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ce week-end? Écoutez, super bien. Mes beaux-parents sont venus. Je suis désolé, je l'ai laissé en pyjama. Pas de souci, je vais m'en occuper. Ah, ce matin, il n'a pas fini son biberon. Je vous ai apporté la faim. Ok, entendu. Et voilà sa purée de courgettes pour midi. Il a essayé, hein, il aime bien. Allez, je vous laisse. Je file. Aurélien est parti sans faire un bisou à son fils. C'est la dernière fois qu'il l'a vu vivant. Quand on arrive sur place, Gusto, moi, la magistrate et la stagiaire, il est 15 heures. Et le camion des pompiers est encore là. Et les parents sont dehors, à l'arrière, livides. L'officier de police judiciaire du commissariat me briefe rapidement.
Et là arrivent 2 fonctionnaires de la police scientifique. Bonjour, capitaine. Comment est-ce que vous voulez qu'on procède ? Quand un magistrat est sur place, c'est lui qui dirige l'enquête. Et donc je me tourne vers elle. Écoutez, je voudrais que vous preniez des photos avant qu'il soit amené à la morgue. Gusto pénètre le premier dans le camion. C'est la première fois qu'il voit un bébé mort. Et moi, je suis pressé de sortir du camion. Et je fais tout pour éviter de discuter avec les parents. C'est pas le moment. Et ensuite, nous allons faire les constatations à l'intérieur de l'appartement. Et à peine rentré, je me retrouve face à la nourrice, toute petite, toute menue. Alors, madame, je ne vais pas recueillir votre témoignage maintenant. Je vais procéder aux constatations et ensuite vous viendrez avec moi. Je vous entendrai au service. D'accord ? D'accord. Mais j'attends que mon fils vienne chercher mes 2 petits-enfants. Entendu. Vous aviez d'autres enfants en garde ? Oui. Mais son père est venu le récupérer. Son fils arrive entre-temps, et donc je vais pouvoir aller auditionner Madame Dogan. Une audition libre. Elle peut partir quand elle veut. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, vous en voulez un ? Oh non, pas la peine. Tant mieux. Nous perdrons moins de temps. De retour au service, je m'installe tranquillement avec la nourrice dans mon bureau. Je ne veux pas la brusquer. Bien, madame, vous pouvez me raconter tout ce qui s'est passé depuis ce matin ? Alors, je lui ai donné sa purée de courgettes. Et à la fin, il a commencé à avoir des petits boutons bleus autour des lèvres, sur le côté gauche. Mais c'était pas rouge, alors je me suis pas inquiété. Emilio est un enfant très tonique. Mais aujourd'hui, il n'a pas pleuré. Et quand je suis allé le chercher sur le tapis d'éveil, il était tout mou. Il avait les yeux ouverts. Il avait des boutons bleus autour de ses lèvres, partout sur le visage. Je note sans rien dire cette information. Il faudra vérifier ce point. Parce que moi, il me semble qu'Emilio n'avait pas de boutons quand je suis allé le voir dans le camion de pompiers. Est-ce que vous avez déjà eu un problème avec un employeur, madame ? Oui, la PMI, la protection maternelle et infantile. Il me disait tout le temps... Vous avez trop d'enfants, madame Dogan. Vous avez un agrément pour combien d'enfants, madame ? Pour 3 enfants. Et puis j'ai demandé une extension pour garder mon petit-fils, Selim. Mais ils m'ont dit que c'était pas nécessaire. Mais en même temps, ils m'ont dit que c'était dangereux pour les enfants. Et la puéricultrice a inventé plein de choses et ils m'ont convoqué en 2016. Et puis pas de nouvelles jusqu'à qu'une autre maman, madame Lebel, me propose de garder son fils Noah pendant 4 mois. Et à ce moment-là, j'ai demandé une extension exceptionnelle. Et ils me l'ont refusé. Et pourquoi ils vous l'ont refusé ? Je sais pas, moi. C'est difficile au quotidien, madame Dogan, d'avoir autant d'enfants. Oh non, ça va, je suis très active et j'adore rendre service. Quand vous avez mis Emilio sur le tapis d'éveil, où étaient les autres enfants ? Ils étaient tous dans le salon. Et que faisait Emilio ? Il était sur le ventre. Quand Emilio était par terre, est-ce qu'il a vomi ? J'ai pas vu. Est-ce que vous avez quitté la pièce pendant qu'Emilio était par terre ? Oui. C'est pas possible de rester immobile avec 3 enfants. Donc j'ai amené les enfants aux toilettes, j'ai changé Gabriel, je suis allé à la cuisine pour laver les récipients des petits. Quand se termine l'audition, je ne sais pas quoi penser. Son discours est cohérent. Mais il y a ce problème avec la PMI. Je veux en savoir plus. Comment une assistante maternelle qui a un agrément pour 3 enfants peut-elle en garder 4 avec son petit-fils et même 5 à l'heure du déjeuner quand elle récupère aussi sa petite fille ?
je raccompagne Madame Dogan et j'appelle la magistrate pour la tenir informée. Il faudrait que vous récupériez l'enregistrement de l'appel qu'elle a fait aux pompiers. Et puis il faut que vous entendiez les parents, en tant que témoins. Que vous interrogiez aussi les deux petits-enfants de cette dame. Bien sûr les responsables de la PMI qui s'occupent d'elle. Et puis ce médecin qui habite au 6e étage dans son immeuble et qui est intervenu. Et par ailleurs, il faut procéder à l'autopsie. Il faut que vous y assistiez. Voilà. Bon courage, capitaine. Quand je rentre chez moi, mon petit garçon Télio dort depuis longtemps. Mais au moins, je peux l'embrasser dans son sommeil. Ensuite, la première que j'entends, c'est le docteur Chantrel, cette médecin urgentiste qui habite au 6e étage de l'immeuble de Madame Dogan et qui est intervenue quand celle-ci a retrouvé Emidio inanimé. Elle lui a pratiqué un massage cardiaque et 2 insufflations par bouche à bouche. En quel état était la nourrice quand vous êtes arrivé ? Elle était complètement affolée. Elle disait « il va pas bien, il va pas bien ». Est-ce qu'elle pleurait ? Ah oui. Elle pleurait beaucoup. La nourrice dit qu'elle a vu des taches bleues autour de la bouche au moment où elle lui a donné à manger. Vous avez remarqué quelque chose ? Non. Il était cyanosé au niveau du visage, mais non, j'ai pas vu de taches bleues autour de sa bouche, ni d'ailleurs sur son torse, non. Est-ce que vous avez revu Madame Dogan depuis ? Oui, je l'ai vue ce matin. Elle m'est tombée dans les bras. Elle m'a remercié d'être venue. Et elle pleurait, elle m'a dit « Pourquoi moi ? Je vais plus oser toucher aux enfants, je vais plus oser les porter. » Elle m'a dit aussi qu'Emidio allait moins bien que d'habitude, qu'il avait eu du mal à se réveiller, qu'il était en pyjama quand il est arrivé chez elle. Ça ne me plaît pas, ça. Madame Dogan a dû passer la nuit à réfléchir et elle a trouvé en disant qu'Emidio aurait été malade des raisons de justifier qu'elle n'ait pas commis d'erreur. C'est Gusto qui entend l'infirmière puéricultrice de la PMI. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Madame Dogan ? Écoutez, je l'ai vue début mars pour sa demande d'autorisation exceptionnelle. Et donc je suis arrivé chez elle vers 9h30 et Emidio était déjà là. Donc j'ai fait le point avec elle sur les enfants accueillis parce qu'elle a l'obligation de signaler les mouvements d'enfants, c'est-à-dire ceux qui partent et ceux qui arrivent. Elle avait déjà eu un rappel pour ça et elle m'a dit qu'elle avait envoyé la fiche, mais nous on l'a pas reçue. Et après, au cours de cette visite, qu'est-ce qui s'est passé ? Emidio était fatigué. Et donc je l'ai suivi dans la chambre où elle voulait le coucher. Et là, j'ai vu que c'était pas du tout aux normes de sécurité, notamment pour ce qui est de la mort subite du nourrisson. Le lit était surélevé par une chaise haute avec un plan qui était beaucoup trop incliné. Mais elle m'a dit que c'est ce qu'on lui avait appris en formation. Je lui ai répondu que ça se faisait pas. Et là, elle s'est énervée en me disant que j'étais venu pour perquisitionner son domicile, que je pouvais partir. Vous saviez qu'elle gardait aussi ses petits-enfants ? Oui, mais c'est à titre gracieux, donc ça rentre pas en compte dans l'agrément. Ah bon ? Enfin, quand on a un agrément, c'est pour 3. C'est pour 3. C'est pas 5. Peu importe qu'elle soit rémunérée ou pas, je vois pas ce que ça change. Ça dépend des départements. Ça me rend dingue, ça. Et ensuite, j'entends les petits-enfants de Madame Dogan, Selim et Aleph. Et je n'apprends rien de plus que ce que je sais déjà. La fin de la journée approche et il est temps d'entendre les parents d'Emidio. Ma collègue Maya va entendre le père et moi la mère, Louise. Je vous propose du thé ? Ah oui, merci.
Tout l'entretien est entrecoupé par ses larmes, qu'elle essuie avec le doudou de son fils, qu'elle garde entre ses mains. Vous saviez que Madame Dogan gardait aussi ses 2 petits-enfants? Oui. Mais c'était très bien. On voulait qu'elle soit avec d'autres enfants. La PMI nous a rien dit à son sujet? Non. Si on m'avait dit quelque chose, je l'aurais pas prise, moi, cette dame. Madame Dogan vous a parlé des rapports qu'elle entretenait avec la PMI? Oui. Début mars, elle m'a parlé d'une visite qui s'était pas bien passée parce que elle inclinait trop les lits avec une chaise pour éviter les régurgitations. Elle m'a dit qu'elle avait presque mis la puéricultrice dehors. Dans le bureau d'à côté, le père Aurélien est entendu par Maya. Est-ce qu'il vous a semblé moins dynamique hier matin? Non, pas du tout, il était égal à lui-même. Est-ce que vous avez remarqué des taches bleues autour de sa bouche? Non. Concernant le repas, c'est vous qui l'avez préparé? Oui. C'était de la purée de courgettes bio. On faisait de la purée pour 2 jours, mais pas plus. À la maison, il y a même 2 compartiments. Il y a un bac pour les légumes achetés chez Biocop pour Emilio et un autre pour nous. Est-ce qu'Emilio était allergique? Oh non. Et je veux préciser qu'il a goûté la courgette le week-end avant avec nous. Il pleut des cordes le jour de l'autopsie à l'Institut médico-légal de Garches. Pendant que je discute avec le légiste, je vois que Gusto reste un peu en retrait. Tout va bien, Gusto? T'es pas obligé d'assister à l'autopsie, tu sais? Ça va. Je vais rester. Faut bien une première fois. Hein. Quand je vois que le légiste ne commence pas par la tête du bébé, je comprends que je vais voir le visage d'Emilio pendant tout l'examen. Alors je l'assomme de questions pour oublier ces 3 heures que nous passons dans ce lieu confiné. La première conclusion de l'autopsie est qu'il n'y a aucune lésion osseuse, donc pas de violence. En revanche, j'apprends que le bébé a un palais ogival. C'est une malformation qui rend plus difficile le passage de l'air. Ça peut expliquer qu'Emilio se soit étouffé. Mais à la fin, le médecin évoque une combinaison de facteurs. Le palais ogival, mais pas que. Il retient surtout le fait qu'il ait été mis en position ventrale. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que je fais des autopsies de bébés. Et pour moi, il n'y a pas de doute. Si on a fait baisser de 70% le nombre de décès de nourrissons, c'est lié à la campagne pour qu'on mette les bébés sur le dos et non sur le ventre. Ça ne va pas être simple de mettre en cause la nourrice. Même si je suis persuadé que si elle n'avait pas oublié Emilio sur le tapis d'éveil, elle aurait vu qu'il s'était endormi et qu'il n'était pas dans la bonne position. En rentrant de l'autopsie, j'appelle la magistrate. Bien, il est probable que je vais ouvrir une information pour homicide involontaire. Dites-moi, tâchez de mieux comprendre la nourrice, son environnement et aussi ses ennuis avec la PMI, d'accord ? Quand je reçois le dossier de la PMI concernant Madame Dogan, il est épais. Et quand je me plonge dedans, je ne suis pas déçu du voyage. On y apprend qu'elle a été visitée plusieurs fois ces dernières années. À chaque fois qu'elle a demandé une extension de son agrément pour accueillir un enfant supplémentaire. Et j'apprends aussi qu'en 2016, une infirmière a constaté que les petits dormaient sur le ventre. Et qu'à la suite de ça, Madame Dogan a été reçue par un médecin de la PMI.
et qu'elle s'est vue notifier un rappel de ses obligations de sécurité. Elle ne devait pas mettre les bébés en position ventrale. Et qu'après, eh bien, c'est la fameuse visite de début mars, quelques jours avant qu'Emidio ne décède. Il s'est passé 18 mois sans contrôle de la PMI, alors qu'on lui avait fait une mise en garde. Je ne comprends pas, ou plutôt je ne comprends que trop. À ce stade, pour moi, la PMI est au moins aussi responsable que la nourrice. Trois semaines passent. C'est long, 3 semaines. Et Louise et Aurélien m'appellent plusieurs fois pour savoir où on en est. Et moi, je me mords les lèvres. Je ne peux rien leur dire. Alors je me tais. Maintenant, je dois auditionner le médecin de la PMI qui, en 2016, il y a 2 ans, a notifié à Madame Dogan ce rappel de ses obligations de sécurité sur le fait qu'il fallait mettre les enfants sur le dos. Vous pensez que Madame Dogan a entendu vos recommandations ? En tout cas, j'ai pris le temps pour la convaincre. Et elle savait que ce rappel serait dans son dossier et que si elle réitérait les faits, ça pourrait me remettre en cause son agrément. Après ce genre de rappel, docteur, est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait ou pas ? Dans ce cas précis, je n'ai pas demandé une visite spécifique le mois suivant, d'autant plus qu'elle donnait l'impression d'avoir compris. Donc il n'y a pas eu de contrôle entre juillet 2016 et la demande d'extension de mars 2018, c'est-à-dire quelques jours avant la mort d'Emidio. Il n'y a rien eu de toute l'année 2017. Eh bien non. Non, la visite est passée à la trappe. C'est une défaillance de l'organisation de la PMI. Hein. Je peux rien dire d'autre. Hein. Il me faut 2 minutes de répit pour appeler la magistrate et lui faire part de ces derniers éléments. Je sens que je ne parviendrai pas à la convaincre d'ouvrir une enquête contre le département qui gère la PMI. Mais arrête, Agnès, tu perds ton temps. Mais moi, ça me révolte tellement que je tourne en rond dans mon bureau en me demandant comment je peux faire pour inverser la tendance. Quelques semaines plus tard, je prends l'initiative de convoquer la directrice du secteur de la PMI. Vous m'avez dit, madame, qu'après un rappel des obligations de sécurité tel qu'il a été fait pour madame Dogan en juillet 2016, il y a en principe une visite de contrôle. Pourquoi là est-ce que vous ne l'avez pas faite ? Si vous voulez, c'est un principe idéal, hein, qui est difficile à tenir en période d'intérim et de congé scolaire. Je me sens tellement impuissante. Il ne me reste plus qu'à appeler Louise et Aurélien pour leur expliquer la décision de la magistrate de ne pas poursuivre la PMI. La magistrate m'a demandé de réentendre madame Dogan, mais cette fois en la plaçant en garde à vue. Ça va lui faire bizarre, hein ? Elle se sent tellement pas responsable, elle ne va pas comprendre. Et d'ailleurs, elle ne comprend pas, elle dit que c'est pas juste. Quand vous avez mis Emidio par terre sur le tapis d'éveil, ensuite vous êtes allé dans la cuisine pour débarrasser, c'est ça ? Oui, j'ai fait plusieurs allers-retours. Et ensuite vous avez changé Gabriel, comment est-ce que vous avez fait ? Je lui lavais les fesses par terre, au salon. Et que faisait Emidio pendant ce temps-là ? Je peux pas vous dire précisément. Il était en train de jouer, peut-être. Pendant 15 à 20 minutes, il a échappé à mon attention. On peut pas être immobile avec 3 enfants à côté. Hein. Autre chose. Lorsque je suis venu chez vous, après la mort d'Emidio, j'ai constaté que les lits des chambres étaient surélevés. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris en compte la remarque de la puéricultrice de la PMI à ce sujet ? Mais pourquoi je vais changer ? Une autre puéricultrice m'avait donné son accord pour le faire. Elle était plus âgée. Elle m'a dit, il faut incliner pour que l'éclair ne s'accumule pas entre le nez et la gorge.
Vous savez, ils jouent avec nous comme des marionnettes. On en parle souvent au parc avec les autres nounous. Elles disent la même chose. Madame, vous êtes en garde à vue pour des faits d'homicide involontaire. Vous comprenez pourquoi? Je mérite pas ça. J'ai jamais fait de mal. Pour moi, Emilio, il n'était pas dans son état normal ce jour-là. S'il y a eu un malaise, c'est chez lui, ou sur le trajet. Mais pas chez moi. Je voudrais lui crier dessus et taper de la main sur la table en hurlant. Mais s'il n'était pas dans son état normal, pourquoi n'avez-vous pas fait plus attention? Je voulais qu'elle prenne conscience du fait qu'elle n'est pas parfaite et que son comportement a contribué à la mort d'un nourrisson. Croyez-le ou non, mais la juge d'instruction a rendu dans cette affaire une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Il n'y aura pas de procès. Et si Emilio est mort, c'est manifestement la faute à pas de chance. Voilà donc pour cette histoire tirée, Agnès Naudin, de votre livre qui paraît chez Robert Laffont, Enfance en danger. C'est donc le récit d'une enquête que vous avez menée vous-même avec votre collègue Gusto. Je suppose que tous les prénoms ont été changés. Tout à fait. Et ceux de Gusto, et ceux du petit garçon, et ceux de Madame Dogan. Oui. Bon, évidemment, puisque il n'y a pas eu de condamnation, et il n'y a pas eu de procès, et que donc cette affaire n'existe pas en vérité. Alors, il n'y a pas eu de procès. L'information n'est pas close puisqu'ils ont monté le cas auprès de la Cour de cassation et que la Cour de cassation, pour l'instant, n'a pas répondu. Alors, Agnès Naudin, on est d'accord, enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris, que cette décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction Tout à fait. Vous exaspère. Pour le moins. Vous avez bien compris. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à la faute à pas de chance. Non, c'est-à-dire que dans cette affaire-là, il y a pour moi plusieurs responsables et que il y a plusieurs facteurs en fait qui ont généré cette situation et que en fait plutôt que de les accumuler les facteurs et de rendre tout le monde responsable, eh ben on part du principe que du coup il y a personne qui est responsable. Mais c'est un principe du droit pénal. Mais la faute à pas de chance, ça existe aussi. C'est-à-dire que nul, y compris des parents, ne peut garantir que quand on pose un bébé quelque part, 1 minute plus tard, il sera pas mort. Bien sûr. C'est arrivé à des tas de parents de perdre des bébés. Mais la mort inattendue, parce qu'on appelle ça la mort inattendue du nourrisson, ça c'est quelque chose qui est, pas courant, mais je veux dire qui peut arriver, et qui peut arriver chez les parents, qui peut arriver n'importe où. Là, en l'occurrence, on a un enfant qui a été laissé en position ventrale sans attention. Ça peut arriver aussi. C'est un peu ça, ce que dit la décision de non-lieu. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reprocher une dame de n'avoir pas veillé seconde par seconde à la position dans laquelle était le bébé, sachant qu'elle en avait d'autres autour d'elle? Non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que ce que retient la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, c'est que l'enfant avait également un palais ogival et que, a priori, il était sur la fin d'un rhume et que ce sont tous ces facteurs-là qui font que on ne peut pas être sûr que c'est de la faute de Madame Dogan, et dans ces cas-là, le doute profite, entre guillemets, à l'accusé. Et voilà. Et donc, en fait, on reste dans une situation dans laquelle on a quand même quelqu'un qui a manqué qui, par négligence, à mon sens, met en danger la vie d'autrui. Et voilà. Et ça, c'est valable pour Madame Dogan comme pour la PMI. Moi, ce qui m'a frappé dans votre récit, parce que je connais les policiers et que je sais comment ils travaillent, et en général, on ne demande pas à un policier son avis. On lui demande de faire les actes d'enquête. En vérité, chacun a un avis, mais on se soucie assez peu de son avis sur l'enquête. Là, c'est la procureure, vous l'appelez la magistrate, mais c'est la procureure dans le cadre d'une enquête préliminaire qui vous demande un certain nombre d'actes, d'interroger des gens, et vous avez un avis. Et ce qui m'a amusé dans ce livre, c'est qu'en général, les flics ont tous un avis, mais ils le disent pas. Et vous le dites. Je le dis dans le livre, mais sur le moment, j'ai
essayer, c'est-à-dire pas forcément après, si, ils nous le demandent, les procureurs, comme ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas le dossier en main, ils peuvent nous demander parfois, me dire, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'effectivement, c'est nous qui le recevons, donc l'intime conviction à ce moment-là, c'est plutôt de l'enquêteur, nous, oui. Voilà, c'est plutôt nous qui l'avons que eux. Et là, en l'occurrence, la magistrate, à l'époque, était bien embêtée, parce qu'en fait, et ce que je comprenais aussi, c'est qu'il y avait, pour elle, pas assez d'éléments qui permettait d'ouvrir une instruction contre le Conseil général. Qui donc dirige la PMI, hein? Oui, qui donc dirige la PMI, exactement. C'est pas l'employeur de la nourrice, mais c'est ceux qui contrôlent juste les agréments en plus. Donc c'est là où le système est un peu tendancieux. Mais vous l'entendez, ça? Qu'elle n'a pas, parce que vous savez ce qu'il faut comme élément pour ouvrir une information contre la protection de l'enfance. Moi, je l'entends pas, puisque du coup, même si j'ai compris sa position, je la comprends. Maintenant, je pense que dans cette enquête-là, j'ai essayé de faire en sorte que tous les éléments qui étaient nécessaires justement pour au moins ouvrir une instruction, que l'avocat derrière puisse récupérer et faire ce boulot-là. Et l'avocat de la partie civile était d'accord avec moi, parce qu'il, lui, derrière, a demandé au juge d'instruction d'instruire contre le département, et le juge d'instruction a refusé de la même façon. Donc, ce qui est reproché, éventuellement, ou reprochable à la PMI, c'est alors qu'elle a constaté une faute lors d'une visite, de ne pas avoir fait de visite de contrôle dans les mois qui ont suivi, et de n'avoir fait aucune visite pendant 18 mois. Voilà, exactement. C'est-à-dire que pendant 18 mois, il ne se passe rien. Et début mars, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une visite qui est programmée, parce qu'elle a demandé une extension de son agrément. Oui. Et là, les visites sont automatiques. Donc, ce qui veut dire que si elle ne l'avait pas demandé... Ça aurait continué. Ça aurait pu continuer encore comme ça pendant des mois et des mois. Mais la remarque tenait aussi à la position des lits, qu'elle surélevait avec une chaise pour éviter les régurgitations. Dit comme ça a l'air de bon sens. Alors, ça n'est pas comme ça qu'on fait, que prescrivent les puéricultrices de la PMI, mais au fond, elle applique une règle de bon sens. J'ai envie de dire une règle qu'appliquent les mamans elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'appliquent pas des règles écrites, elles appliquent des règles de bon sens. Oui, je suis d'accord, mais une des règles de bon sens, c'est de ne pas laisser un bébé dormir en position ventrale. Donc moi, je suis pas... Après, elles se sont embrouillées de manière très virulente, toutes les deux, avec la puéricultrice, qui elle était d'accord. Il y en a d'autres qui vont dire l'inverse. Bon, ça, ordre contre ordre, je dirais, c'est valable partout et dans tous les domaines. Et dans la police, on connaît ça. Mais là, en l'occurrence, sur la position ventrale, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est quelque chose, de bon sens, et deux, ça a vraiment permis de réduire la mortalité du nourrisson, exactement. Il n'y a pas eu de contrôle. Alors la PMI a une explication. L'explication, c'est des mutations, ce sont toujours les mêmes. Ce sont d'ailleurs les mêmes dans vos métiers à vous et les mêmes dans les métiers des magistrats, les congés maternité, les mutations, les vacances, les non-remplacements. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi en fait. Enfin, il y a un suivi, on est censé être un service public, mais là en l'occurrence, il n'y a pas de suivi des dossiers parce que, en l'occurrence, la chef de service de la PMI n'était pas là, parce qu'elle était enceinte, parce que la médecin, elle était là pour faire l'intérim, et que il y a pas de communication du coup entre les... Mais est-ce que du coup, vous y voyez un motif à poursuivre, alors qu'au fond, pour le coup, c'est encore la faute à pas de chance? Ah non, pour moi, le fait de ne pas organiser son service et de ne pas savoir ce qui s'y passe, c'est pas une faute à pas de chance. Pour moi, ça, c'est une faute professionnelle. Vous devriez être procureur de la République. Et d'ailleurs, ils ont quand même, les parents ont lancé une procédure administrative pour faute de l'État. Voilà. Donc, et les bêtes ma remarque, vous devriez être procureur de la République ou magistrat. Parce qu'au fond, il y a une frustration dans votre métier, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà, puisque ce n'est pas vous qui décidez. Non, mais le procureur, même s'il avait poursuivi, c'est pas pour autant que le juge d'instruction derrière aurait pas rendu exactement. Donc en fait, c'est à chaque maillon de la chaîne que il faudrait être président. Moi, je veux bien être présidente. Vous y avez songé, ça, à changer de métier dans cette chaîne police-justice? Ça vous a traversé l'esprit? Je sais qu'on en dira peut-être un mot tout à l'heure, vous avez tenté le concours de commissaire, mais basculer de l'autre côté, passer le concours de la magistrature. Je pense qu'à chaque étape, chaque métier, chaque profession a ses limites. Et que ce que démontre cette histoire, c'est que c'est justement l'enchaînement de toutes ces personnes-là qui font des petites fautes professionnelles et qui, mis bout à bout, il y a la mort d'un enfant. Alors, il y a tout un tas de petites choses dont j'aimerais parler avec vous, notamment cette phrase qui a pu choquer, mais qui traite d'un sujet qui est récurrent chez les policiers. Madame Dogan est donc placée en garde à vue. Vous lui dites, comme vous avez obligation de le faire, qu'elle a le droit de prendre un avocat. Elle vous répond « Oh ben non, j'en ai pas besoin ». Et vous dites « Ouf, on va gagner du temps ».
Alors ça, c'est valable la première fois quand je l'entends en audition libre, parce qu'effectivement, il est très tard le soir, et que je sais que si on prévient un avocat, il va avoir du temps pour arriver, etc., etc., donc ça va prolonger. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, pour la deuxième fois où je la mets en garde à vue, elle ne veut pas d'avocat. Elle ne veut pas. Et c'est moi qui vais en chercher un. Parce que je pense que elle n'avait pas forcément conscience de l'infraction qu'on pouvait lui reprocher d'homicide involontaire. Et comme je pense qu'elle est de mauvaise foi, là, je préfère avoir un avocat avec moi parce que j'ai besoin qu'il y ait des choses qui sont entendues, même si c'est filmé. Voilà, moi j'aime bien la caméra. Vous aimez bien la caméra ? Ah, moi j'ai aucun problème avec la caméra. C'est systématiquement les auditions filmées. Et ben c'est souvent filmé dans les affaires criminelles toujours. Et bon là c'est délictuel, mais je l'ai fait. Il y a des moments où je le fais quand même de manière automatique. Et la présence de l'avocat ne vous gêne jamais ? Non, la présence de l'avocat, pas du tout. Elle gêne les plus âgés des gens qui font votre métier parce qu'ils ont travaillé sans. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, exactement. Non, moi ça me dérange pas, il y a des avocats avec qui je m'entends très bien et avec qui ça se passe toujours très bien, et de la même manière, il y a des avocats qui sont des gros cons, comme partout, dans toutes les professions, il y en a avec qui je me suis bien pourrie quand même dans le bureau, et où dans ces cas-là, j'ai quand même la loi avec moi, et quand ils sont en audition, généralement, ils n'ont pas le droit de faire des observations. Donc voilà, je me plais par moment à leur rappeler que les observations, c'est à la fin, et que... C'est peut-être important de le rappeler, ça. L'avocat, il est là dans un coin, il est témoin, il peut conseiller sa cliente, il peut demander des interruptions. Pas sur le moment. Pas sur le moment, en fait, avant. Il y a un entretien avant, dès qu'il le rencontre, il y a un entretien qui dure 30 minutes, et ensuite, une fois qu'il est dans la salle d'audition, voilà, soit ça se passe bien, et moi, je peux lui laisser poser des questions si je trouve qu'elles sont pertinentes, etc., etc. Soit c'est pas le cas, et il y a un espèce de jeu, parce que l'avocat est quand même dans un rôle, et auquel cas, je m'en tiens au strict minimum, mais il n'y a plus de conseils en fait pendant l'entretien. Il ne peut pas lui susurrer des choses à l'oreille. Non, en fait, il est là vraiment pour vérifier que moi, j'ai pas fait d'erreur de procédure, que la notification de la garde à vue a été bien faite, etc., etc. Mais ça arrive avant l'audition. Moi, j'ai déjà eu des avocats dans des affaires qui disaient à leurs clients surtout de pas parler. Ah, ça m'exaspérait, par exemple. Le droit au silence, oui, super, le droit au silence. Bon, ben, voilà. Gusto, il en pense quoi, lui ? On ne sait pas. Mais c'est votre binôme dans ce dossier. Votre binôme en général à cette époque-là ? On faisait des binômes avec Maya tout un tas d'autres, et Gusto. Ça changeait pas. Il en pense quoi, Gusto ? Il pense que je perds mon temps. Il pense que ça donnera rien. Donc au final, c'est lui qui avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Vous perdez votre temps, pourquoi, selon lui ? Parce que pour lui, dès le début, il pense qu'il n'y aura pas de poursuite. Il est plus expérimenté que vous ? Oui, il était plus ancien que moi dans la brigade. Donc plus résigné ? Peut-être. Vous avez donc mis en sommeil votre carrière de capitaine de police. C'est pas rien, capitaine de police, il faut quand même l'expliquer. C'est ce qu'on appelait autrefois les inspecteurs. Oui, enfin les gardiens, c'est pas rien non plus. Oui, non, ce que je veux dire, c'est capitaine de police, c'est un grade assez élevé dans... Intermédiaire dans la police. Intermédiaire, c'est juste avant commissaire. Entre les gardiens et les commissaires, exactement. Voilà. Entre le marteau et l'enclume. Entre le marteau et l'enclume. Et donc lui, il a compris... Oh, je vais tenter un truc que vous n'avez pas aimé, mais... Lui, il a compris qu'au fond, c'est pas votre rôle d'officier de police de tirer des conclusions, en vérité. C'est pas de tirer des conclusions, parce que, en fait, dans ce dossier-là, tout le monde était d'accord sur la morale, et par moments, le droit pour moi, n'est pas en accord avec la morale, ou en tout cas ne permet pas de résoudre quelque chose qui paraît profondément injuste. Et on reste tous, des policiers, et après on a nos vies, et après on a nos dossiers, et on a un monceau de travail à faire, et donc du coup, il y a un côté un peu plus rationnel, de se dire, c'est entre guillemets une perte de temps que d'essayer, et voilà. Et moi je crois que dans mon service en tout cas, on avait le temps de le faire, et donc du coup je me suis attelée à le faire et à prendre du temps que j'estimais moi nécessaire pour le faire. Est-ce que votre investissement affectif dans cette histoire tient au fait que vous êtes mère de famille ? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Ça, c'est plus une question de personnalité que mère de famille. Oui. Voilà. C'est plus votre manière de se battre. C'est plus votre caractère. C'est ma manière de ressentir les choses, et voilà, je fais partie de ceux pour qui les injustices, ça me ronge. Est-ce que, et la réponse est forcément oui, est-ce que ça a à voir avec le débat qui secoue actuellement la police et la justice sur la difficulté qu'il y a à passer d'un constat fait par les policiers à une décision prise par la justice ?
Je vais vous répondre non. Non pas par esprit de contradiction, mais parce que si vous voulez, pour moi, quand on étudie toute la chaîne pénale, quand on passe par la police, la justice et après derrière l'administration pénitentiaire, je pense que c'est pas un problème qui est lié à l'une de ces institutions, c'est un problème qui est lié un peu plus haut et qui est une question de choix de politique pénale. Et que ce choix-là ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas des magistrats d'avoir plus de places en prison. Il ne dépend pas de la prison d'avoir plus de places ou etc. Et il ne dépend pas non plus de la police que ceux qu'on arrête et que des enquêtes qu'on fait, qu'ils soient relâchés ou non. Donc en réalité, je pense que toute cette chaîne-là n'a pas les moyens qui sont nécessaires. Et en même temps, et ça c'est très personnel, voilà, moi je pense que la prison ne résout pas tout. Et que, Donc vous n'êtes pas en gros parti au débat actuel qui court chez les flics, qui réclament plus de dureté dans les décisions judiciaires. Ce livre n'est pas là pour raconter ça et pousser cette idée. Non. Non, pas tellement, parce que, non pas que je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que je pense que si c'était le cas, effectivement, ça permettrait de restaurer un peu l'autorité d'une décision, ou l'autorité de la justice même d'ailleurs, de façon générale. Et effectivement, forcément, les flics auraient l'impression de travailler pour quelque chose et non pas pour rien, ce qui est le cas aujourd'hui. Dans cette affaire, ça a été le cas ? J'ai travaillé pour rien. Non. On a travaillé pour rien. Non, je pense pas avoir travaillé pour rien parce que... Un peu quand même. Bah oui, mais regardez, je veux dire, là, on en est. Cette histoire-là, elle permet aussi ce livre, elle permet de mettre l'accent sur la façon dont les institutions, par moments, dysfonctionnent dans leur manière de protéger et quelque part de servir. Et je pense qu'on peut toujours progresser. Donc, pour moi, ça, je le vis comme... comme une progression et comme le fait, surtout, de toujours rappeler qu'il faut pas prendre l'habitude et que si on continue d'avancer comme ça et qu'on se dit ah bah oui mais non mais ça de toute façon ça donnera rien, en fait ça donnera rien, on ne fait rien et si on fait rien, c'est sûr que ça ne donnera rien. Donc vous reprochez finalement au système de la PMI de pas fonctionner bien dans ce dossier probablement en général. Oui, vous levez les yeux au ciel, c'est que donc ça va au-delà du cas du petit Emilio. Oui. Moi, je vais vous dire à rebours, n'étant pas du tout du métier, ni des métiers de la PMI, ni du vôtre, que j'ai été extrêmement surpris que les assistantes maternelles fassent l'objet d'autant de contrôles et que des gens viennent à domicile et qu'ils aillent dans les chambres des enfants. J'avoue que je ne pensais pas que c'était le cas. Je pensais que c'était beaucoup plus succinct que ça. On s'assurait de l'équilibre personnel des mamans, enfin des dames à qui on confiait ses enfants, mais je ne pensais pas qu'on allait les voir tous les 6 mois. Et donc, à rebours, je trouve le système sans doute un peu défaillant, mais plus rassurant que je ne le pensais. Que vous le pensiez. Ah bah écoutez. C'est pour les enfants que vous vous battez, en fait. Les enfants, et puis les parents, parce que bon là, Emilio, il est plus là, donc c'est les parents derrière, c'est l'enfance en règle générale. Vous retournerez dans la police ? Non. Non. J'avais déjà la réponse, vous voyez quand même, j'ai bien compris votre démarche. Allez dans la magistrature, je vous le suggère. Passez le concours, soyez procureur, soyez juge d'instruction. Non, je suis pas sûre. Moi je suis certain que ça vous permettrait d'aller au bout de votre truc. Enfance en danger, Agnès Naudin, préface de Jean-Christophe Ruffin, je ne l'ai pas signalé, sous-titre Une femme flic raconte, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci à vous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Marion, sociétaire pro et pâtissière à Annecy, a dit: Ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro, c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie. C'était vraiment un contact nécessaire. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance. La proximité, c'est notre ingrédient premier, Marion. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.